Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui c'est Mardi Gras, alors même si les festivités de carnaval sont annulées, certaines traditions sont respectées. Vous allez en voir des exemples dans les reportages de l'émission d'aujourd'hui. En voici un aperçu en images. Les parents d'élèves de Willerwald ne sont pas d'accord avec la décision de fermeture d'une classe annoncée pour la rentrée de septembre prochain dans leur commune. Ils se sont réunis devant l'école ce mardi matin pour exprimer leur mécontentement et défendre leur établissement. Indomptable Phasebob, même la Covid n'aura pas eu raison de lui. L'édition 2021 du journal satirique du carnaval de Sarreguemines est sortie samedi. Élections municipales, actualité du CIDEM et crise du coronavirus sont évoquées dans ces pages qui servent d'exutoire aux lecteurs comme aux auteurs. Ces derniers préparent déjà l'édition 2022 de ce journal centenaire. Le carnaval vénitien de Remiremont ne peut avoir lieu cette année. À Éloie dans les Vosges, une passionnée confectionne des costumes pour elle et son mari depuis 14 ans. Malgré l'annulation des festivités, elle n'arrête pas ses projets et réalise actuellement un costume des 1001 nuits. 5 concerts tests viennent d'être donnés à la Rock Hall au Luxembourg la semaine passée. Un dispositif sanitaire strict a été mis en place pour l'occasion. Tests avant le concert, respect de la distanciation ou encore l'obligation pour le public de rester assis. Mais qu'importe, les artistes et le public ont apprécié ces moments de plaisir partagés qui redonnent de l'espoir. Créer des répliques de pièces archéologiques en impression 3D peut être très utile. Les objets originaux sont souvent très fragiles, voire impossibles à manipuler. À Forbach, Michael Derain, archéologue, numérise puis imprime des pièces pour des travaux de recherche, mais aussi pour des musées. Et puis on va aussi s'intéresser aujourd'hui à un lieu original à Forbach, un espace de coworking, la Turbine. Marie-Morgane, tu as passé la matinée sur place pour découvrir ce concept. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors la Turbine accueille des entrepreneurs, des travailleurs indépendants, des associations et même des psychologues. Ils peuvent y profiter d'un espace de travail. Alors il est installé ici depuis 2019, place Robert Schuman, juste en face de la gare SNCF. Alors il y a plusieurs salles de réunion que les professionnels peuvent réserver pour la journée par exemple. Alors actuellement, vu les conditions sanitaires, le nombre de personnes accueillies ici est restreint, mais il est toujours possible de réserver un créneau. Et si on s'y intéresse particulièrement aujourd'hui, eh bien c'est parce que la communauté d'agglomération de Forbach, à l'origine de ce projet, propose une aide pour les étudiants. En quoi elle consiste ? Alors oui, et c'est tout nouveau. Depuis ce matin, l'espace de coworking a décidé de proposer des places gratuitement aux étudiants. Ils sont 4 à avoir déjà réservé leur place et on a pu en rencontrer 2 ce matin. Eh bien, merci Marie-Morgane pour ces précisions. Merci aussi à David pour les images. On regarde tout de suite le reportage réalisé ce matin. Les étudiants sont contraints de suivre leurs cours à distance depuis plusieurs mois. Certains se retrouvent isolés. La Turbine leur offre donc ce lieu de vie pour travailler. Regardez. Mohamed est étudiant en licence mathématiques informatique à Nancy. Depuis le mois d'octobre, tous ses cours se passent à distance. C'est la première fois qu'il vient ici à la Turbine. J'ai décidé de venir ici car ça nous offre du coup un environnement de travail qui ressemble plus à un environnement scolaire parce que, comme vous le savez, le confinement nous empêche d'être à l'école. Nicolas, lui, connaissait déjà ce lieu. Étudiant en 3e année de gestion à Nancy, il s'y rendait déjà régulièrement avant l'offre proposée aux jeunes. Aujourd'hui, il peut réserver gratuitement un créneau. Je trouve que l'initiative en elle-même d'un espace de workshop dans notre ville, c'est vraiment très bien. C'est hyper utile pour nous les étudiants, mais aussi pour n'importe quel type d'acteur associatif ou acteur professionnel. Donc je suis un peu en terrain connu quand même. Rompre l'isolement des étudiants, c'est l'objectif principal de la Turbine, en leur proposant de venir ici gratuitement. 5 créneaux leur sont désormais réservés tous les jours. On se rend bien compte dans cette période qu'il y a un sentiment de souffrance des étudiants dû à l'isolement, dû à la précarité, dû à l'arrêt de la vie sociale. Et donc il était important de mettre à disposition ce lieu gratuitement pour les étudiants. Pour le moment, 4 étudiants se sont inscrits pour passer quelques heures dans ces locaux. Un espace qui les sort de leur chambre d'étudiants.
Quand je suis sur Nancy, je suis dans un 13 mètres carrés, donc c'est pas non plus le grand luxe, on va dire, bien que ça va, enfin j'ai pas à m'en plaindre non plus pour autant, mais oui, ça fait vraiment du bien de pouvoir, quand je suis sur Forbach justement, de pouvoir venir travailler ici. Et ça me fait du bien aussi à moi du coup de me lever le matin, de prendre une douche, de prendre la voiture, aller prendre un rythme naturel. Pour venir ici, les étudiants doivent simplement présenter un certificat de scolarité ou leur carte étudiante. Ils viennent ensuite avec leur ordinateur personnel et peuvent profiter d'un accès Internet, du confort du lieu, avec un espace convivial et une petite cuisine. L'offre restera en place jusqu'à la reprise des cours en présentiel. Et les étudiants ne sont pas les seuls à être accueillis ici. Pour en savoir plus sur ce lieu, Marie-Morgane Lorenz vous propose une visite guidée. Alors, on démarre la visite ici. Je suis avec le président de la communauté d'agglomération de Forbach. Bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-moi, la turbine a été créée en 2019. Pourquoi avoir décidé de lancer ce projet? Est-ce qu'il y avait de la demande dans le bassin houiller? Alors il n'y avait pas de demande directe, mais on a vu ce qui se faisait notamment dans les grandes villes et autour des gares. Et on avait cet espace-là qui était disponible et on s'est dit, il se prête merveilleusement bien juste en face de la gare TGV, parce qu'on a un arrêt TGV ici, pour accueillir un espace coworking où des entrepreneurs, voire aujourd'hui des étudiants, peuvent se rencontrer dans un espace ouvert et libre, destiné à des réunions, destiné à recevoir quelqu'un pour un entretien, etc. Et c'est un espace qui est vraiment formidable pour cela. Donc là, on se trouve au 3e étage et je suis avec la directrice et co-gérante de Cap Entreprendre qui gère et anime la turbine. Expliquez-moi un petit peu quel type de public vient ici et pourquoi. Alors aujourd'hui, le public qui arrive à l'espace coworking est de tout type, on va dire. Donc on a des jeunes, on a des indépendants, on a des collectifs, on a des centres de formation, on a également des psychologues, je dirais. Donc ils y trouvent déjà une ambiance, une chaleur, un espace qui est quand même relativement agréable, bien aménagé, et donc ce qui leur permet d'accueillir leur public assez facilement, puisque comme vous le savez, nous sommes situés face à la gare SNCF, à côté de la gare routière, il y a des parkings, il y a vraiment, je dirais, tous les attributs pour pouvoir accueillir au mieux ces personnes et leur public. Donc maintenant je me trouve ici avec le maire de Forbach, Alexandre Cassaro. Finalement, qu'est-ce que ça apporte aux étudiants, aux entrepreneurs, aux associations qui viennent ici de travailler dans ce lieu plutôt que dans des bureaux classiques? Cet espace de coworking, c'est un lieu qui a été voulu par l'agglomération de Forbach pour attirer des jeunes entrepreneurs, des porteurs de projets, des actifs, des associatifs aussi, parce que c'est un lieu donc qui est connecté à Internet, qui est idéalement situé, qui est en face de la gare et qui génère un certain nombre d'interactions. Alors c'est vrai qu'à ce jour, c'est pas forcément le bon moment puisqu'on est en période de crise sanitaire, mais ces interactions vont pouvoir créer du réseau entre les différents acteurs, et puis ces interactions vont aussi générer de l'innovation et de la créativité. C'est ça qui est important pour un porteur de projet afin que son projet puisse aboutir et ensuite qu'il puisse se transformer en entreprise. Merci beaucoup. Moins réjouissant, et cette fois du côté de Villeurwald, plus que des slogans sur des pancartes, ce sont les craintes des parents des élèves qui ont résonné ce matin devant l'école de la commune. Si les inscriptions pour la rentrée 2021 ne sont pas plus conséquentes, une classe pourrait fermer. Un acte inenvisageable pour les parents d'élèves et pour plusieurs raisons. Reportage d'Uranie Tozic et Marie-Morgane Lorenz. Non à la fermeture de la classe. Non à la fermeture de la classe. Parents en colère. Nos enfants ne sont pas des chiffres. Et pourtant, c'est en raison de faibles inscriptions pour la rentrée 2021 qu'une classe pourrait fermer dans cette école de Villeurwald. Une décision incompréhensible pour les parents d'élèves. On a d'un côté un ministre qui dit on ne fermera pas ni d'école ni de classe en zone rurale sans l'accord du maire. On a ici une équipe municipale qui est très mobilisée, qui est contre la fermeture. Pourquoi l'inspection va contre les propos de son propre ministre? Avec cette possible fermeture, les parents craignent avant tout une surcharge des classes et donc une détérioration de l'enseignement. Parmi les élèves, nous avons à peu près 15 à 20% d'enfants qui ont des suivis, donc par rapport à des 10 ou un accompagnement ou des AVS. Donc c'est des élèves qui sont déjà en difficulté.
À cela s'ajoute un autre cas particulier, l'arrivée tout au long de l'année d'enfants allophones. Alors la classe doit absolument rester ouverte parce que Willerval a une position assez particulière de village qui accueille beaucoup de réfugiés, souvent allophones, donc qui ne parlent pas de français. Il s'agit d'un effectif fluctuant qu'il n'est pas possible de chiffrer en début d'année et qui peut faire varier l'effectif d'une classe de façon conséquente. Difficile donc de chiffrer le nombre d'inscrits de manière précise. Par ailleurs, la commune continue de se dynamiser avec la création d'un nouveau lotissement et potentiellement la future usine Rex Solar à proximité, pouvant à terme amener de nouveaux élèves. La fermeture de la classe n'est pas encore actée. Des ajustements pourront se faire en fonction de l'évolution des inscrits pour la rentrée 2021. On s'intéresse maintenant à la technologie de pointe. Elle se développe parfois juste à côté de chez nous. À Forbach, par exemple, c'est une archéologie nouvelle génération qui se prépare grâce à l'impression 3D. Michael Derain nous a accueillis pour nous expliquer les tenants et aboutissants des protocoles et des techniques qu'il développe pour créer des objets à destination des chercheurs et des musées. Reportage de Thomas Drouin. C'est imprimé en composite céramique, c'est-à-dire qu'on a un poids de 300 grammes qui est quasiment le poids de l'original. Ici, ma spécialité, c'est les composites en bronze. Et enfin ici, c'est la réplique d'une stèle funéraire égyptienne qui est imprimée également avec 60% de granit, de poudre de pierre. Oubliez donc le plastique, la numérisation puis l'impression d'objets et artefacts archéologiques tels que le réalise Michael Derain nécessite de se rapprocher au plus près des pièces originales. Cela passe donc par des matériaux composites, plus particulièrement métalliques et minéraux. L'intérêt d'imprimer en minéral comme on le développe, c'est d'avoir une pièce qui a le toucher, le rendu, le poids et le grain de l'original, ce qui facilite son étude. Et on est en train de travailler pour monter des protocoles avec des machines et des matériaux que l'on crée sur mesure. Du grès par exemple, des schistes, des calcaires qui seront personnalisés pour les clients. Si on me demande par exemple d'imprimer une statue d'Hérodote qui est en grès, je serai en mesure d'imprimer la statue d'Hérodote à partir du scan en grès avec une composition qui sera à 90-95% celle de l'original. Des matériaux créés en partenariat avec le laboratoire Plastinov de l'Université de Lorraine dans le cadre d'un programme d'accompagnement Technobooster. Les répliques réalisées permettent de mettre à la disposition des archéologues et musées des répliques de pièces très fragiles et difficiles à manipuler, voire impossibles à toucher. Utiles pour les travaux de recherche, mais aussi pour la médiation culturelle dans les musées. Imprimé dans toute une gamme de matériaux métalliques, minéraux, etc., proches des originaux, permet au public de toucher un objet avec le toucher, même l'odeur ou le tactile d'un original. Avec son scanner et les imprimantes auxquelles il a accès, Michael Derain peut numériser des pièces de 2 cm à 3,40 m, puis les imprimer en suivant les protocoles qu'il développe lui-même. L'impression permet de passer du virtuel des numérisations d'objets archéologiques au réel d'objets facilement manipulables et pourtant encore peu développés en France. Le milieu archéologique, muséographique français a, je pense, eu un petit peu de retard dans cette appréhension de la nouvelle technologie, dans l'appropriation, dans ce qu'on pouvait en faire, parce qu'avoir la technologie c'est bien, savoir quoi en faire c'est mieux. Donc je pense qu'effectivement on était plutôt classique dans notre manière de traiter les choses, mais on est en train de combler le retard très vite. Il ne serait donc pas étonnant de voir s'accroître l'utilisation de telles répliques utilisant ces techniques d'impression 3D pour lesquelles Michael Derain est aujourd'hui un précurseur. Après la technologie, place à la nature. Depuis près d'une trentaine d'années, l'association Arbres Remarquables sélectionne et labellise des arbres sur le territoire français. Ces arbres sont choisis selon plusieurs critères, comme leur âge ou leur apparence. Le label Arbres Remarquables de France leur offre une grande visibilité, et notamment dans les guides botaniques. Gilles Fauchon est délégué Moselle de cette association. David Orès l'a accompagné en forêt de Haspelshit, où un arbre a été sélectionné pour obtenir le fameux label. Reportage. Gilles Fauchon est délégué Moselle de l'association Arbres Remarquables. Cette association recense et labellise des arbres qui ont un intérêt patrimonial, historique et archéologique. Bien souvent, les arbres remarquables sont des témoins vivants de ce qui s'est passé il y a plusieurs siècles. Actuellement, la France en compte plus de 500, comme le chêne des sorcières de Saint-Avold. Aujourd'hui, Gilles nous emmène dans la forêt de Haspelshit, au pays de Bitche, à la découverte du chêne du Kaiser.
Le Kaiser, c'est Guillaume II, dernier empereur allemand et dernier roi de Prusse. Même si le chêne a entre 4 et 5 siècles, son histoire est plutôt liée à celle de la Grande Guerre. La Prusse, quand elle a mis la main en 1871 sur l'Alsace-Moselle, a donc décidé de faire à Aspelshit un immense champ de manœuvre et un champ de tir. Or, notre fameux Kaiser Guillaume II est venu ici en 1903 pour voir pour la première fois quel était ce fameux champ de manœuvre et ce champ de tir. Ce chêne lui permettait, grâce à un observateur situé en haut de la couronne, de voir tout ce qui se passait sur le camp. Il aurait dit, à l'issue des manœuvres dont il était très satisfait, « Messieurs, retenez ce que je vais vous dire, nous sommes en mai 1903, dans 10 ans, c'est toute l'Europe qui sera un champ de manœuvre. » En accord avec la municipalité de Aspelshit, un dossier a été déposé pour obtenir la labellisation de cet arbre. Le chêne du Kaiser est très connu dans le secteur, il fait partie d'un sentier d'excellence du pays de Bitche. Grâce au travail des habitants d'Aspelshit depuis 2016, nous avons pu obtenir déjà l'inscription de 2 magnifiques chênes du pays de Bitche. Le chêne des Suédois Ariaswiller, qui est le plus âgé, qui a pratiquement plus de 600 ans, et le chêne du Kaiser, qui se trouve maintenant dans un magnifique bouquin sur les 500 arbres d'exception de la France. Le chêne du Kaiser mesure 27 mètres de haut. À 1,30 m du sol, son tronc a une circonférence de plus de 4 mètres. Chose exceptionnelle cette année, il est recouvert de mousse. La mousse va apporter à l'arbre, quand on aura un été très sec, des quantités d'eau dont il a besoin. En plus, la mousse est un magnifique bio-indicateur de la pollution de l'air, donc il stocke. Et troisième point, comme on nous annonce une chute de la biodiversité, et bien sur ces mousses, un tas de papillons, de petits insectes vont pondre et les larves et les chenilles vont servir de casse-croûte à toute cette petite avifaune. S'il est labellisé, le chêne du Kaiser serait le premier arbre remarquable de France situé au pays de Bitche et dans l'arrondissement. Cela lui offrirait une grande visibilité, il apparaîtrait dans de nombreux guides botaniques. La labellisation est envisagée cet été, affaire à suivre. Et oui, l'été, c'est encore loin, en particulier d'un point de vue météo. Regardez les prévisions pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est Mardi Gras. À l'origine c'est le jour où l'on célébrait la fin de l'hiver, mais aujourd'hui Mardi Gras est le dernier jour de carnaval où l'on peut manger à volonté et se déguiser. Pause, elle est pas très déguisée là, hein. Allez hop, on ajoute ça et ça, les gants, et les petites moustaches. Voilà, c'est mieux là. Allez, on peut reprendre. Et Mardi Gras apporte aussi son lot de dictons comme « Au Mardi Gras, l'hiver s'en va ». Et c'est plutôt vrai, regardez la météo pour demain. Mais le ciel sera un peu gris le matin, mais en cours d'après-midi, la couverture nuageuse se déchire pour laisser place à des éclaircies. Côté température, on quitte les moins 8 degrés de la semaine dernière pour 8, voire même 11 degrés au plus chaud en journée. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Alexis. Le soleil nous accompagnera de 7h35 à 17h55. Et profitez-en aujourd'hui pour vous déguiser, même chez vous, et pour manger de bons beignets. Passez tous une belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Bitche et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner.
Aujourd'hui, c'est Mardi Gras. À défaut de pouvoir fêter Carnaval cette année, on a voulu s'intéresser à des traditions qui se perpétuent malgré tout. Exemple avec un personnage emblématique, toujours fidèle au poste, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Le sang du Carnaval coule dans les veines de Jean Schwing. Ancien président de la Société carnavalesque de Sarreguemines pendant 20 ans, il est à la tête depuis 2 ans de l'association Les Amis du Phase-Bob. Avec ses compères, ils ont sorti cette année une nouvelle édition du journal satirique. Ils préparent même déjà la suivante. Reportage de Karen Guyenne et Guillaume Desmonteils. Une fois, comme disait l'autre. Cette photo date de 1975. Cette année-là, Jean Schwing était le prince du carnaval de Sarreguemines. Et ce n'est pas le seul titre que possède cette mémoire vivante du carnaval, entrée dans la SCS en 1959. Il est en effet, entre autres, président d'honneur de la Société carnavalesque de la Cité faïencière. Il possède chez lui, soigneusement rangés dans des classeurs, de nombreux souvenirs de carnaval et notamment de précieux exemplaires du Phase-Bob, dont certains datent de 1954. Particulièrement attaché à cette tradition, Jean Schwing, aujourd'hui âgé de 82 ans, est depuis 2 ans le président de l'association Les Amis du Phase-Bob. Si le carnaval de Sarreguemines a dû être annulé cette année en raison des mesures de lutte contre le coronavirus, il a tenu avec ses comparses à sortir un Phase-Bob cette année. Il faut dire que les derniers mois ont été particulièrement riches en actualité. Nous avons un nouveau maire, nous avons débattu, nous avons des élus. On a une majorité maintenant nouvelle à la mairie de Sarreguemines, donc tout ça, ça nous amène de loin à notre moulin du Phase-Bob. Mais qui es-tu, Phase-Bob? Le Phase-Bob est surtout un journal satirique, caustique pour certains et humoristique avant tout. Et il traite aussi bien de l'actualité sarregueminoise que de ce qui s'est passé à Bitche, Sarralbe ou Putelange. Son périmètre est même plus grand puisque le journal évoque le CIDEM et même l'actualité nationale, voire internationale. On n'invente rien, ce sont des faits qui se sont déroulés au courant de l'année. On les transforme à notre manière peut-être, mais ce qui est vrai, va se voir et se voir. Et ça restera toujours notre devise. Dans son histoire centenaire, le Phase-Bob existait sous un autre nom dès 1903. La revue a eu affaire à la justice. Pour éviter cela, les auteurs font aujourd'hui appel à un avocat. Tous les articles passent par une censure en fait. C'est un avocat qui regarde chaque sujet, qui change les mots, qui change des phrases et qui nous supprime aussi certains articles. Parce que certains articles vis-à-vis de la justice, vous savez, il faut faire très attention aujourd'hui sur ce qu'on dit ou sur ce qu'on écrit. Parce qu'on est vite devant la justice et puis la liberté, il faut toujours surveiller. C'est une liberté conditionnée en fait. L'édition 2021 du journal satirique vient juste de sortir samedi dernier. Vous pouvez l'acheter dans les tabac-presse de l'arrondissement. Le fruit de leur travail à peine sorti, les auteurs sont déjà en train de préparer l'édition 2022 du Phase-Bob. Pas besoin de carnaval pour se costumer. À Éloie, Cécile Vincent confectionne ses propres costumes et ceux de son mari depuis 14 ans. Tous les deux sont des fidèles du carnaval vénitien de Remiremont, annulé cette année. Mais ils continuent de s'adonner à leur passion. Reportage de Louise Amouda et Denis Lequien. Donc on va mettre des choses comme ça tout autour. Je vais vous montrer, ça va faire... Voilà, on va mettre ça comme ça et on va coudre. Encore quelques rubans et il sera prêt. À Éloie, Cécile Vincent n'en est pas à son premier costume, mais cette passionnée, fidèle du carnaval vénitien de Remiremont, en confectionne depuis 14 ans pour elle et son mari. Malgré l'annulation des festivités cette année encore, elle n'arrête pas ses projets. J'ai pris l'idée de ça pour faire Scheherazade. Nous sommes en train de confectionner des costumes pour, on ne sait pas trop quelle année, mais comme c'est la passion qui prime, on fait. Là, c'est un costume des 1001 nuits, Roi Schahriar et Scheherazade. Et ça demande beaucoup de travail, mais c'est bien parce que quand on aime, on compte pas. Inspirée des personnages traditionnels du carnaval de Venise et de ses voyages, d'où elle ramène des tissus et des breloques, Cécile a conçu 70 costumes auxquels s'ajoutent les accessoires. L'ancienne assistante commerciale a appris seule et fabrique tout de ses propres mains. C'est une histoire d'un pari avec une amie. On a dit chiche qu'on le fait l'année prochaine. Puis on a commencé en 2007, et puis voilà, et puis on est tombé dedans. Bon, je pense, moi je vois pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Monsieur le Marquis. C'est elle, quand même, qui
l'architecte de tout ça. Hein. Moi, je fais un peu les accessoires, mais c'est temps que j'ai proposé mes services à l'ancien président, Yves Chrétien, qui m'a dit il n'y a pas de problème, on a toujours besoin de main-d'œuvre. Donc, je suis rentré au comité en tant que membre d'abord, puis en tant que vice-président. Car au-delà des costumes, l'événement demande des mois d'organisation. L'association du carnaval vénitien de Remiremont compte 16 membres à son comité et mobilise chaque année une 50aine de bénévoles. Mais à cause du premier confinement et des restrictions sanitaires, cela fait 2 ans que les costumés ne se sont pas retrouvés dans la cité des Chanoinesses. La base du carnaval vénitien, c'est que les costumés entre eux, ils aiment se rencontrer, ils aiment montrer leurs costumes entre eux aussi. On reçoit quand même 500 costumés habituellement et puis des dizaines de milliers de personnes dans les rues, donc c'est pas possible. On est en train de réfléchir à plein de choses qu'on pourrait faire sans faire le carnaval, parce que le carnaval c'est quand même dans la rue, c'est nos 4 jours, et puis on veut faire un 25e qui est quelque chose qui tienne debout. Les annulations successives n'ont pas altéré la passion de Cécile ni la foi des organisateurs qui préparent la prochaine édition prévue en mars 2022, foi entretenue d'ici là par les albums souvenirs. À défaut de fêter Carnaval cette année, ça permet tout de même de rêver. Mais vous faites peut-être partie de ceux qui rêvent plutôt de concerts. La semaine dernière, la Rock Hall au Luxembourg a lancé sa série de concerts tests. C'est la 3e salle de musique actuelle en Europe à se lancer dans le concept. Objectif, redonner espoir à la filière de l'événementiel et notamment du spectacle vivant. Nous avons pu assister à l'un des 5 concerts. Alors comment ça se passe en pleine pandémie? Réponse avec Anne-Sophie Grosse. Ça faisait bien longtemps que les guitares n'avaient plus résonné dans cette salle, alors forcément, dès les premières notes, c'était un peu l'euphorie, même pendant les balances. Car depuis 1 an, les passionnés, les artistes et tous les acteurs du milieu musical sont orphelins de concerts. Mais l'espoir s'est ravivé grâce au concert test organisé en Europe. Samedi, c'était le 4e de la série Because Music Matters, organisé par la Rock Hall. Et jusque-là, le bilan était plus que positif. Je suis très content, je suis très satisfait de voir effectivement non seulement la vie retourner à la Rock Hall, mais également que le concept il fonctionne. Les artistes, je pense, sont très à l'aise, sont très contents de pouvoir rejouer. On a fait le plein sur l'ensemble des soirées et les après-midi. Donc jusque-là, ça se passe vraiment très très bien. Forcément, les conditions d'accès au concert étaient très strictes, public assis, respect des distances de sécurité, port du masque obligatoire. Mais le plus important, test antigénique et PCR réalisés juste avant le concert dans un centre installé spécialement pour l'occasion. Il fallait évidemment que le résultat du test rapide soit négatif pour accéder à la salle, mais qu'importe les conditions, pour le groupe comme le public, ce qui importait c'était de partager ce moment. Je m'en fous des conditions en fait. Du moment qu'on peut jouer, c'est ça. C'est bien préparé, c'est super en fait. Les précautions ils sont nickel. Pour nous, ça fait rien en fait. Ce sont des gens qui aiment la musique, ça c'est bien. C'est peut-être un peu dommage pour eux parce que c'est pas si social. Le groupe Fusion Bomb a tout donné pendant toute la durée du show, mais malgré leur incroyable énergie, le public est resté très statique. Exit les ambiances endiablées et bon enfant des concerts de métal. Avec l'obligation de rester assis, le public s'est moins lâché. Mais ça ne les a pas empêchés de profiter du moment et de mesurer la chance qu'ils ont eue d'assister à un concert en pleine épidémie. Ah, c'était chouette, ça faisait du bien, vraiment. Oui, j'attendais longuement ça. Et le fait d'être assise, ça vous a posé problème? C'était, oui, à des moments, c'était très bizarre. On a envie de se lever et de danser, mais... Ouais, mais ça marche, j'ai trouvé des nouveaux trucs. Oui. Le concert, il était très sympa. C'était un grand plaisir quand même d'assister à un événement public. Il y avait une ambiance quand même bizarre parce qu'entre les chansons, c'était vraiment silencieux et avec tous les masques, on ne pouvait pas bouger. Mais bon, c'est mieux que rien. Malgré des conditions assez particulières, ressentir la musique en live fait beaucoup de bien et redonne surtout de l'espoir. Il ne reste plus qu'à patienter encore quelques jours car chaque personne présente devra repasser un test RT-PCR 7 jours après l'événement pour voir si oui ou non le virus a pu se propager malgré les protocoles sanitaires très stricts. En attendant, c'est une bonne propagation qui est en cours, celle des photos et de ces concerts sur les réseaux sociaux. Instagram et Facebook sont aussi des moyens de suivre Mosaïque Cristal, alors rendez-vous sur le net
tout de suite et dès demain midi à la télé. Très bonne journée à tous.